merci à tous d'être présents ce soir. On a une belle conférence devant nous pour présenter les concepts de voyage caravanier. Avant de vraiment aller dans le vif du sujet, moi je voulais juste rappeler un petit peu pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui nous découvrent peut-être ce soir, rappeler un peu qui est Caravanier. Caravanier, dans le fond, bah, ça fait 27 ans. Maintenant, 27 ans à faire voyager, des gens, curieux, passionnés, des rêveurs, comme nous, finalement, comme les gens de l'équipe. Parce que, l'équipe Caravanier, avant tout, quand vous appelez au bureau, bah, vous avez, de grandes chances de tomber sur, des voyageurs. On est une équipe de, créateurs de voyages avant tout, des guides, des gens de terrain, mais, ça serait, à mon sens, très, très prétentieux que de dire que tout repose, sur les guides. Chez Caravanier, au contraire, on est, je pense, une équipe au bureau aussi, très solide, que ça soit, pour la logistique, l'opération, le marketing, bref, on est une belle gang au bureau aussi et puis évidemment, bah, il y a tous nos partenaires, à destination avec qui on travaille, pour la plupart depuis, presque nos tout débuts. Sans compter aussi, bah, les nouveaux qui se rajoutent au fur et à mesure du temps, puis avec qui on construit, évidemment un lien, durable. Alors c'est toute cette belle gang qui fait que, bah, parfois on a le goût de nouveautés, de curiosité, d'envie, puis il nous arrive d'avoir des petites bulles au cerveau, puis d'avoir envie justement je pense que le but ultime des voyages qu'on veut faire vivre chez Caravanier, c'est de créer des émotions, de vivre des émotions et de faire vivre des émotions. Et ça passe par justement, je trouve que les concepts qu'on va vous présenter ce soir, c'est vraiment ça, c'est qu'on vient chercher des émotions très différentes dans un voyage et l'autre. Et ça fait partie un peu de notre grain de folie qu'on peut avoir, et qu'on représente à chacun, dans ces voyages. Alors, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose? Mais, Non, mais surtout, ouais. tu sais, pour renchérir sur tout l'accompagnement qu'on peut faire à partir du moment où on conseille, à partir du moment où on prend les gens au téléphone, jusqu'à la veille de partir, c'est quand même une grosse partie, une grosse distinction chez Caravanier. On essaie vraiment de travailler très fort ça, tout ce qui est l'accompagnement des voyageurs avant le départ. Puis après ça, pendant le départ, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi, mais que c'est vraiment cette espèce d'équilibre entre les deux. Fait qu'on ne laisse pas partir personne au hasard. Puis ça, je tiens à le dire. Ouais. J'y crois. On a, donc là, ce soir, on va vraiment présenter des 3 concepts. Parce qu'au fur et à mesure du temps, bon, bah, il y en a qui existaient déjà depuis, en fait, presque nos tout débuts. Puis il y a d'autres, types de voyages ou façons de voyager qu'on a peaufiné, qu'on a intégrés avec le temps et on trouve qu'ils se distinguent vraiment du reste, de notre offre, en fait, de voyage et donc ça méritait, toute une conférence pour les mettre en valeur. Donc on vous présente, entre autres ce soir, donc les voyages, le concept de voyage mystère qui est très nouveau, nos voyages pionniers et aussi les étoiles filantes. Bah, le petit dernier, les voyages à destination inconnue. Ça, c'est, né, des concepts voyage en je vais faire un peu la genèse du projet parce que c'est peut-être le concept le plus difficile, le plus facile et le plus difficile à vendre dans le fond, parce que le plus facile, j'ai pas grand-chose à vous dire, puis, le plus difficile parce que j'ai pas grand-chose à vous dire non plus. Parce que, bah, le concept, c'est ça, c'est que vous partez sans savoir où, donc je peux pas vous vendre une destination en tant que telle, mais, moi j'aime ça beaucoup raconter, la genèse du projet, d'où vient l'idée, puis c'est quoi le concept, comment vous préparez à un tel voyage. Parce que malgré tout, même malgré ce qu'on peut imaginer, bien préparer et encadrer. Donc la genèse, d'abord, c'est que, moi j'ai grandi en France, puis, je suis clairement de la génération d'une émission très, très populaire en France qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue que je conseille en fait à tout le monde de regarder au moins une fois parce qu'il y a des émissions, des épisodes qui sont, très emblématiques et j'en suis, une grande fan. Ça m'a énormément inspirée parce qu'en je vous fais l'histoire courte, mais en gros, cette émission-là amenait, des personnalités, connues, à travers le monde pour, faire un long voyage et souvent ça va être dans des petites communautés, pour vraiment passer, plusieurs semaines, voire mois, en immersion
Et donc, ça met en lumière les défis et la réalité de certaines régions du monde. Puis je trouvais ça incroyable parce que, encore une fois, avant de partir, ils ne savaient pas du tout. On leur prenait la main, ils allaient à l'aéroport, on leur couvrait les yeux, les oreilles, ils ne savaient pas où ils partaient. Puis dans l'avion, ils découvraient leur destination. Et en amont, même chose, on les préparait, on leur disait pas quoi mettre, là, on leur faisait essayer un million d'affaires été comme hiver. Puis bref, ils partaient sans savoir où. Et c'était une confiance aveugle et totale. C'est une sortie de zone de confort. Et moi, ça m'a toujours fascinée vraiment de pouvoir vivre un jour une expérience aussi confrontante. Puis je trouve ça génial de se lancer dans le vide comme ça sans savoir où on va, mais tout en faisant confiance et en sachant qu'on est quand même bien encadré puis qu'on nous tient malgré tout par la main. Et donc moi, ce concept-là m'a toujours beaucoup, beaucoup animée. Ça fait un peu moins de 15 ans que je suis au Québec maintenant et ça reste que c'est toujours resté dans un coin de ma tête de pouvoir un jour proposer des voyages mystères, donc à destination inconnue, où on organise des voyages sur mesure ou en groupe et ensuite on puisse le vivre tous ensemble en se lançant dans le vide. Ce qui fait que l'idée a fait son bout de chemin et finalement, je suis bien, bien heureuse, qu'avec Caravanier, on puisse être, assez, innovateur, au Québec en proposant, des treks à destination, inconnue. Ça va être le tout premier. Donc ça fait à peu près 2 ans que je travaille sur la destination, sur le projet à mettre en place parce qu'encore une fois, il y a tout un processus, derrière ça. Et donc notre première destination, mystère va en tout cas est sortie, au courant du mois de juin. Ça a eu en tout cas, je suis très heureuse, de la réponse que ça a eu parce qu'en 2 semaines, même pas, le voyage était déjà complet. Donc ça a vraiment suscité beaucoup, d'engouement et donc 2026, c'est complet. Mais avant de vous parler de ça, puisque je vais rentrer dans les détails après pour la suite, mais donc c'est ça. Donc aussi mon idée, pourquoi finalement voyager, sans savoir où on va? Ça vient chercher quoi? C'est qu'à mon sens, dans nos vies aujourd'hui, bien trop organisées, où tout est complètement, c'est ça, tout est quadrillé, tout est cadré, tout est timé. Je trouve qu'on perd un peu le sens de l'imprévu, quand on choisit une destination maintenant, il y a tellement de sources d'informations, que ça soit des balados, que ça soit des livres, que ça soit des émissions de télé, bref. On a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, en tout cas, parfois, on peut avoir un sentiment de déjà vu quand on arrive dans un lieu vraiment emblématique. On peut parfois même avoir quelques a priori ou préjugés sur certaines destinations, donc on y va toujours un peu teinté de quelque chose. Alors que quand on se lance vers l'inconnu, quand on décide de se dire que: «OK, je voyage sans savoir où je vais, je fais confiance, je sais juste que je vais triper», je pense qu'on est complètement ouvert d'esprit, c'est un lâcher prise total. Ça nous permet d'être vraiment dans le moment présent et je trouve ça, vraiment intéressant, en fait, comme façon de voyager parce que c'est pas tant facile que ça, en fait, de voyager, en gardant une part de mystère. Donc je trouve que rien que pour ça, en tout cas, moi, je fais clairement partie des gens, je suis même en tout cas, moi, je connais la destination, là, pour 2026, mais je rêverais un jour de pas savoir où on va parce que j'adorerais vivre ça aussi. Mais donc je suis bonne excitée avec cette idée de concept, mais vous avez compris, l'idée, c'est vraiment de se laisser, porter, un gros lâcher prise, de juste dire oui à l'inconnu, puis, d'aller de l'avant. Hem Dans le fond, les voyages mystères, il y a plusieurs étapes. C'est un peu différent. C'est d'habitude, vous choisissez votre voyage, vous regardez un peu tous les détails, les niveaux et cetera, puis vous nous appelez pour avoir peut-être un peu plus d'informations, puis pour savoir si votre profil correspond un petit peu, au voyage. Là, on y va un peu différemment. Disons que dans nos voyages de groupe mystère, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on va créer le voyage. On va choisir une destination qui nous fait triper ou quelque chose qui nous attire. Bref, on y voit un beau potentiel. Donc, on va créer le voyage. On va divulguer. Donc, la première étape, ce que vous allez voir, puisque ce que vous pouvez trouver là sur notre site, par exemple, pour 2026, c'est qu'on a sorti des dates, un prix, évidemment, et les niveaux. Donc, vous savez quand même un peu à quoi vous attendre en termes de niveau d'effort et de confort. Comme ça, bon, ça vous laisse déjà un peu imaginer, si ça peut vous correspondre ou non en type d'effort et de confort. La deuxième étape, puis ça, c'est un peu le point, tout nouveau, c'est qu'on va passer par des candidatures.
Parce que l'idée, c'est pas non plus d'avoir de mauvaises surprises. On veut garder la surprise, mais il faut pas que ce soit une mauvaise surprise puis créer des déceptions, au contraire. Ce qui fait que j'ai reçu une trentaine de candidatures quand on a lancé le voyage. La candidature, c'est un fichier formulaire avec plein de questions, puis on y va vraiment précis. Moi, ce que je veux savoir, ben moi, nous, ce qu'on veut vraiment savoir chez Caravanier, c'est votre profil de voyageur. Où est-ce que vous avez déjà voyagé? Dans quel pays exactement? Ou voire même quelle région? Si vous êtes prêt à y retourner, oui ou non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des régions dans le monde que vous voulez absolument pas mettre les pieds? Pour quelles raisons? Bref, des bons souvenirs de voyage, des mauvais souvenirs de voyage. Ça, on veut vraiment apprendre à vous connaître le plus possible dans cette candidature-là. Puis ensuite de ça, c'est ce qui va nous permettre vraiment de décider, nous, de comprendre, puis de savoir si c'est finalement le voyage qui va vous correspondre et quand même répondre à vos attentes ou à votre profil de voyageur. Donc ensuite de ça, si on voit que bon bah go, vous répondez à toutes les cases, positivement, ben, on vous confirme votre inscription. Donc là, on passe vraiment à l'étape officielle de l'inscription, au voyage et ensuite on se lance, dans le vide parce que là, la préparation au voyage, ben c'est pas comme habituellement. D'habitude, quand vous vous inscrivez, vous recevez, une liste de matériel très complète, parfois même un document de préparation, que ça soit pour nos voyages en altitude et cetera. Bah, là, c'est un peu différent. Le matériel, je vais pas l'envoyer tout de suite. On va attendre un petit peu parce que, bon, évidemment, vous allez recevoir quand même il faut quand même que vous sachiez on n'est pas dans rendez-vous en terrain inconnu là, il va falloir quand même que vous sachiez quoi mettre dans votre valise. Donc cette information-là, je vous l'enverrai en temps voulu pour pas trop vous en dire. Tout ce qui est vol, ben, on va s'en occuper également. C'est plate un peu, mais vous allez juste avoir un prix, mais sans la destination. Donc on s'occupe des vols, même chose pour les assurances. On a une entente avec une clinique voyage, donc pour tout ce qui est question vaccination, ben, même chose, ils sont dans la confidence, ce qui fait que vous allez pas, avoir, aucune information. Vous allez recevoir ou les conseils nécessaires reliés à la destination, mais sans la connaître. Donc on y va avec ça, puis, bah, mon petit côté ludique fait que puis étant donné que c'est une première là chez Caravanier, tout se met en place, en même temps là, donc je laisse aussi libre cours à toute la créativité du monde, donc je m'amuse un peu, j'ai le goût de faire durer le suspense puis de jouer un petit peu avec les voyageurs en peut-être de temps en temps en envoyant quelques courriels mystères avec peut-être des petites. En tout cas, je voudrais jamais que ce soit dévoilé avant le voyage, évidemment, mais tu sais, des petits jeux à droite à gauche, Faudrait là, ça pas. fait partie. Ben non, faudrait pas, n'est-ce pas? Et donc c'est ça. Donc finalement, il y a quand même un peu de préparation. Avant le voyage, vous allez recevoir tous les documents, puis le soutien, l'encadrement nécessaire avant de partir, évidemment. Sauf que encore une fois, le jour J du départ, donc c'est là qu'on dévoile la destination. Vous n'allez pas le savoir, 1 semaine, 2 semaines avant là, c'est vraiment jour J. On se rencontre, on a envie de faire ça convivial, donc ça sera potentiellement à nos bureaux. On organise de quoi de très sympathique, autour d'un petit drink, puis, on fait, le dévoilement ce jour-là avant d'aller, rejoindre l'aéroport pour tous. Donc voilà pour les étapes. Puis après ça, pendant le voyage, évidemment, on essaye de garder l'esprit du lâcher prise de jour le jour. Donc les grandes étapes du voyage vont être divulguées au fur et à mesure dans le voyage. Donc ça vous permet aussi toujours, même quand on est dans le voyage, d'être dans le mouvement présent, puis pas, dès l'aéroport, de commencer à checker tout ce qu'il y a à faire, puis, ça va être quoi le reste du voyage là? C'est vraiment, le moment présent. Je trouve que c'est le plus important dans ce type, de concept et d'itinéraire. Donc voilà pour les grandes étapes. L'autre belle nouvelle, parce qu'encore une fois, je trouve que ce concept-là, ben, il vient vraiment éveiller puis susciter beaucoup d'intérêt, je pense, chez les gens. Comme je vous disais tantôt, 2026, bon, c'est complet, mais on se reprend pour 2027, c'est sûr. Je suis déjà en train de travailler sur la destination. Puis c'est aussi une formule qu'on peut proposer en privatif ou sur mesure. J'ai aussi pour 2027 un groupe d'une dizaine d'amis, collègues ensemble qui ont décidé de, monter leur propre voyage, mystère sur mesure. Ce qui fait qu'ils vont avoir le droit aussi à leur propre voyage et donc je trouve ça, très stimulant et vraiment très chouette de voir que, en fait ça vient vraiment éveiller une envie, de voyage, complètement différente et inhabituelle. Donc c'est
C'est pas mal ça. Je cherche si j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit sur je peux pas en dire plus en fait Mm. sur la Mais ce qui est destination inconnue. fascinant, ce qui est fascinant, c'est que ça a marché de fou, là. Ouais. En 2 semaines, on a eu, c'est ça, 30 candidatures, puis on était vraiment agréablement surpris que les gens mordent à cette folie, là. C'est quand même vraiment Mm. intéressant, là, je trouve, là. Ouais, Bravo pour ça, en tout cas. je suis très, très contente, puis c'est bien excitant en tout cas. Voilà pour le premier concept, Fast and Light. Pas grand-chose d'autre à rajouter. Ben oui. OK, On y on va y va avec les avec voyages pionniers. le suivant, donc Ouais. les voyages pionniers. Donc, la distinction de ça, pionnier, ça dit pas mal ce que c'est. En fait, c'est que dans notre métier, il y a beaucoup la notion d'exploration, d'aller découvrir le territoire avant de l'offrir, avec dans notre offre générale officielle. Euh, Tout ça, c'est des enjeux monétaires, de temps et tout, mais quand nous, on vit ça, ces explorations-là, il y a tout le thrill du début, le thrill de l'inconnu, le thrill de la première fois, qu'on découvre les choses, qu'on rencontre des gens. Il y a fois des agréables surprises, quelques déceptions. Mais tout ça, c'est ce qui touche peut-être le plus l'esprit même du voyage, ce qu'est le voyage dans sa nature propre. Et on a décidé, puis ça, on le fait dans le temps, des fois par défaut, mais maintenant, on le fait de manière plutôt officielle. On le fait, ça remonte quand même à plusieurs années, tout ça, mais de le faire avec des gens, finalement. On a accumulé beaucoup d'expériences. Je veux dire, nous les guides, là, mais c'est nous les guides ou les gens du bureau, tu sais, les gens qui conçoivent les voyages. On a beaucoup cet instinct-là de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais d'avance, de prétracer certaines choses, certaines idées, et là, de convaincre des gens de dire, mais est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous nous suivez dans cette version 1.0 d'un voyage? Et ça, c'est quand même parce que moi, je trouve ça très thrillant. C'est certainement ce qui est le plus on the edge de notre métier, c'est-à-dire d'avoir assez confiance en soi puis en ses capacités pour faire face à tous les imprévus qui peuvent arriver, mais accompagné d'une gang. Fait que, et il y a du monde qui nous font confiance hein, pour ça. Donc, c'est quand même très cool. On les remercie. Tiens, vas-y donc avec la prochaine slide pour donner quelques Euh, exemples ouais, récents. attends, j'ai cliqué dessus, mais pourquoi il veut pas? Hop, voilà. Hmm. Donc, moi, personnellement, ça fait des années que je fais ça. Parce que, à un moment donné, on est arrivé avec tu sais, des voyageurs qui nous suivent, qui nous apprécient, que ce soit, mais peut être moi et beaucoup d'autres guides. Euh, et puis là, qui nous disent littéralement, mais FX, où on va l'année prochaine? Tu sais? Un peu comme le mystère. Tu sais. Le mystère, c'est un peu le Mm. même esprit, mais en plus, ils ne veulent pas le savoir. Mais tu sais, ils veulent se faire surprendre. Là, ils veulent se faire surprendre, oui, mais en y pensant d'avance et en sachant d'avance où est-ce qu'ils vont aller. OK, donc, on pense à quelque chose de fou, on le met sur papier, on fait des recherches que je disais tout à l'heure, puis on propose ça à du monde, puis ils nous suivent, et puis là, on vit la première expérience. Fait que récemment, en fait, post-COVID, là, je pense, je ne sais pas si on a oublié, mais en tout cas, il y a eu le Mexique en 2022. Donc, ça a été basé sur des expériences de moi. Il y a eu Mariana aussi à une époque euh, par rapport au Mexique. On a puisé dans nos expériences personnelles, puis on a construit un itinéraire qui mélangeait montagne, village magique, etc. Village magique dans le sens de leur particularité. Et là, on a voulu faire un super mélange, un peu dans l'esprit de notre voyage en Équateur, où là, on fait un mélange de culture, de rencontre, d'authenticité, puis d'alpinisme ou d'ascension de montagne. Tu sais. Une espèce d'équilibre très bien balancé qui se proposait très bien au Mexique. On est parti comme ça, on avait une gang complète, le groupe était même on a poussé à 13 parce que ça avait beaucoup marché. Puis on a vécu des superbes affaires, mais nous, on est tout le temps on the edge. Puis tu sais, je veux pas dire que c'est peut-être notre meilleur état, là, d'être on the edge ou sur le vif, là, mais c'est sûr que là, on est tellement sous pression qu'on veut livrer la meilleure marchandise. Tu sais. On essaie d'anticiper le plus possible les coûts, mais on les voit pas toujours venir. Mais des fois, ça fait des surprises, ou du moins, ça crée des souvenirs. Ça, c'est certes quelque chose de. Ça, c'est sûr.
Fait qu'au Mexique, par exemple, ça a été le Toluca. On a fait l'ascension du mont Toluca. Puis, tu sais, on a beau analyser les voies, puis les parcours, etc. On n'a comme pas vu que les derniers 15-20 mètres, c'est quasiment de l'escalade, tu sais. Puis, on avait de la personne que c'était de l'escalade, on ne le savait pas nous-mêmes. Donc, mais les gens, ça a été quasiment mieux qu'ils ne savent pas d'avance parce que leur anticipation les aurait peut-être freinés. Et là, ben, devant le fait accompli, ben là, il a fallu relever le défi, passer au-delà de sa zone de confort. Et ça s'est très bien déroulé en bout de ligne, tu sais. Fait que des fois, la non-planification ou le fait de ne pas tout savoir, donc de ne pas tout pouvoir dire, peut être quasiment reviré à un avantage, si on peut dire. Donc ça. En Afrique du Sud, même chose. On avait déjà des brides, tu sais, d'itinéraires sur carte. Caravani avait fait des choses dans le passé. J'avais fait des choses perso aussi dans le passé. On a mis ça sur table, fait un mélange entre le Lesotho, les Drakensberg, puis un safari. Puis ce coup-là, ben, ça a quand même bien été, hein. On n'a pas fait beaucoup de faux pas. Mm. Et puis, bon, c'est encore quasiment le même itinéraire aujourd'hui avec quelques petites ramifications sur peut-être des hébergements, puis un resto dans le quartier Maboneng à Johannesburg. Mais tu sais, ça a été un bon tir. Tu sais, mais on a travaillé fort, Ouais. puis en plus, on était deux à mettre les énergies là-dessus. Donc, vous voyez, tu sais, c'est quelque chose qui nous, finalement, nous anime énormément. Puis notre métier, ben, c'est ça. Tu sais, on est des créateurs de voyages, oui. Mais on est aussi des gens qui opérons. On fait des opérations, on conseille les gens et tout. Donc, deux fois, il y a une certaine redondance à ça. Mais là, quand on touche à ça, on dirait que ça ranime des flammes. Puis voilà, donc l'Afrique du Sud, ça a été ça. Le Mexique, ça a été ça. Tous les détails, je vous épargne, là, mais bref, c'est ça sur le site Internet. Mais, euh, mais c'est, tu sais, c'est des voyages où il y a un engagement aussi. Dans les deux cas, un peu d'alpinisme ou du moins de grimpe ou de marche sur glacier au Mexique. Des rencontres dans des villages, des marches de découverte. En Afrique du Sud, c'était de l'itinérance. On a misé sur le fait de marcher pendant 6 jours en itinérance, tu sais, où là, on doit porter quand même un minimum de choses dans nos sacs, un petit peu plus qu'un sac de jour. On a une équipe de porteurs, puis à peu près pas de sentiers balisés. On se lance sur les hauts plateaux des Drakensberg pendant 6 jours. Même chose à plus courte échelle au Lesotho, 3 jours où, quand on est parti, on savait à peu près pas vraiment où on allait. On savait les villages qu'on rejoignait, mais les itinéraires, est-ce qu'on passait sur des vallées, des cols, des plateaux, on savait plus ou moins. On l'a découvert avec les gens, c'était vraiment très, très cool. La Mm. cuisine, je ne sais pas si tu te souviens, tu sais, dans les rondes qu'on voit ici, là, tu sais, la Ouais. cuisine, ça a été vraiment une chance que on a certains talents culinaires ou capacité Ouais. de s'adapter. Parce que pour moi, le menu, il arrivait là, comme quand on avance dans un brouillard, là, tu sais, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je peux taper, là, tu sais. Donc, je suis arrivé avec des carottes, des sauces, etc. OK, qu'est-ce que tu fais? On mange dans 32 minutes, tu sais. Il y a eu ces éléments-là où on est, tu sais, poussé ou retranché dans les cordes. Puis finalement, des fois, ça sort quelque chose de bien. Donc voilà, puis le toute dernière création, ça a été Raja Ampat. Ça, c'est un peu une folie de se dire, hey, on va faire du kayak de mer dans un paradis sur Terre qui est entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un lieu superbe pour ses îlots, son écosystème marin, ses plages aux couleurs turquoises, etc. Sa biodiversité complète. Donc, c'était pour aller dans le sens de nos voyages de kayak, puis de se lancer un peu plus de défis dans un univers d'eau chaude, parce qu'on est plutôt dans les expés plutôt froides, en tout cas, du moins si on compare avec le Groenland ou d'autres écosystèmes. Donc là, c'était vraiment pour aller jouer là-dedans. Puis aussi, c'est parce que aussi, ben, comme j'ai dit tantôt, les gens nous demandent, hey, où on va? Tu sais, où tu nous amènes? Alors, à l'époque, l'Indonésie répond, ben, en fait, à l'époque, c'est cette année, en avril, l'Indonésie répondait exactement à cette mission. Le prochain, j'ai un blanc de mémoire. Est-ce qu'on a un prochain projet pionnier? Ah ben Ben oui. oui. Ah ben oui, c'est celui auquel je parle. Ah merde. Eh oui. Ah oui. OK. Non, c'est Prochain toi qui vas en voyage. parler d'ailleurs. Oui, je prends Vas-y. le. Tu me lances la balle. Vas-y. Ben oui, donc prochain voyage pionnier, bah, ça va être l'Inde. Puis l'Inde, on parle de l'extrême nord de l'Inde, le Ladakh, direction l'Himalaya indien.
et aux Anscars cette fois. Parce que, en fait, on parle des voyages pionniers comme l'énergie des premières fois, tu sais? C'est vraiment quelque chose, c'est les grandes premières. Puis l'idée, c'est d'essayer c'est ça, d'avoir un nouveau trek, qui s'inscrit quand même dans notre offre, puis qui est là pour aussi, durer. Donc on va certainement affiner, peaufiner, comme on l'a fait, exemple pour l'Afrique du Sud là, qui comme un bon vin là, s'affine au fur et à mesure, des années. Le Ladakh, ce voyage-là, même si ça va être une grande première, c'est pas notre première dans ce territoire. Puis, parce que le Ladakh, ça fait vraiment de nombreuses années qu'on y va. On travaille avec la même équipe depuis vraiment longtemps, ce qui fait qu'on a quand même une belle connaissance de la région. On aimait beaucoup y aller, au Ladakh, chaque année parce qu'il y a plein d'avantages à y aller. C'est une région d'Himalaya où qu'on peut, en tout cas parcourir, l'été. Sauf que, le territoire, change un peu, d'année en année, il y a énormément de développement de routes et de pistes à travers le territoire, ce qui fait que ça dénature un petit peu, le nos treks. On est de moins en moins isolés et finalement, on prend beaucoup moins de plaisir aussi à continuer, les itinéraires tels qu'on les faisait. Ce qui fait qu'on a rebrassé les cartes, en fait, on les a ressorties puis, j'ai consulté, l'équipe locale, avec, qui on travaille, depuis longtemps, l'Obsang, pour voir ensemble, OK, qu'est-ce qui pourrait être vraiment cool à proposer? Parce que ça se peut pas qu'on tire une croix sur, le Ladakh. Il y a bien nécessairement quelque chose à faire, là-bas, encore. Puis c'est là qu'on s'est dit: «OK, de toute évidence, le Zanskar, il y a encore, des régions qui nous permettent de retrouver l'isolement qu'on recherche». Et tout ce volet encore sauvage, de traversée, donc ça va être une grande première parce que le Zanskar, encore une fois, c'est pas nécessairement une première. On le connaît, on l'a déjà fait, on l'a parcouru en hiver, mais là, cette fois, on a décidé d'y aller l'été parce qu'on a quand même une belle traversée qui nous attend. On Ça s'inscrit encore une fois dans nos longs voyages. Pour ceux, qui ont déjà voyagé au Népal, en tout cas avec Caravanier, vous savez qu'on aime ça, les longs voyages de 20 jours et plus. Souvent, c'est même 25 jours là, quand on part en Himalaya. Le Ladakh, il s'inscrit dans la même veine. L'idée, c'est vraiment de prendre notre temps, d'autant plus qu'on est en altitude. Puis c'est un peu comme la Bolivie, là, on arrive tout de suite un peu haut. Donc, on prend vraiment notre temps de faire les choses bien. Et c'est ce qui fait que, on est sur des longs voyages. Rapidement, pour situer, donc le Ladakh, comme je disais, là, on est tout au nord de l'Inde, vraiment avec la frontière, donc avec le Tibet, la Chine, le Pakistan. De l'autre côté, le Cachemire qui est un petit peu plus au sud, qui a été, en fait, le Ladakh, j'ai comme une autre petite carte ici qui est peut-être un petit peu plus parlante. Là, j'ai mis la croix, quand ici où on voit Leh, qui est la capitale finalement administrative, du Ladakh, qui a été, rattachée au Jammu-Cachemire, pendant longtemps. Puis depuis 2019, c'est devenu le territoire, je sais plus quoi, le territoire de l'Union, du Ladakh. Ce qui fait que, il a quand même une grande, puis fut un temps, le Ladakh Zanskar était vraiment, un royaume indépendant culturellement, puis historiquement, a toujours été quand même rattaché, au Tibet. Ça reste qu'on est en territoire bouddhiste, en bouddhisme tibétain, donc que ça soit la langue, la culture, la religion, c'est vraiment, complètement, tiré, du Tibet qui a été inspiré, puis, parce ils font vraiment partie du même territoire. Géographiquement, on parle du plateau tibétain. Donc quand on est au Ladakh, on est vraiment, on est vraiment c'est comme le petit Tibet, en fait. Souvent, on parle du Ladakh comme étant le petit Tibet. Et pourtant, quand on voit bien là sur la carte, un petit peu plus à l'ouest, au sud ou ouest ou nord-ouest, on est avec, la frontière du Pakistan, donc en territoire, musulman, majoritairement. Et pourtant pendant, très, très longtemps, ils ont tous, très, très bien cohabité parce que c'était aussi sur les contreforts de la route de la soie, donc il y avait énormément de commerce qui transitait, beaucoup de caravanes qui passaient, par Leh justement, qui était un point central pour le commerce. Et donc, tout ce beau monde cohabitait pacifiquement et très bien, ce qui a quand même marqué beaucoup l'image qu'on retrouve. Il y a des mosquées, une grande mosquée aussi, à Leh, en milieu de, monastères, bouddhistes. Donc, ça rend le tout très intéressant, mais majoritairement, puis ce qu'on va visiter et ce qu'on va découvrir, c'est essentiellement, de nature, bouddhiste, tibétain.
Sur la droite, là, j'ai mis une petite carte, puis bon, on rit de moi un peu avec cette carte-là, parce que elle parle pas nécessairement comme ça, mais moi je l'aime bien parce que quand même, malgré tout, je trouve qu'on visualise un peu ce qu'on va faire. Parce que l'idée là du Zanskar, comme je disais, on y allait l'hiver pendant longtemps, on faisait donc le Zanskar, la rivière gelée. Sauf que encore une fois, ces villages-là, l'hiver, sont plus tant isolés parce qu'il y a énormément de développement de routes, mais l'été, il y a énormément de cols à passer, c'est très, très montagneux et donc on le voit là, on va vraiment faire la traversée donc direction le sud là, quand on voit Padoum, je vais mettre peut-être attends, je vous le montre avec mon doigt, mais en fait, il faut que je vous le montre avec la souris. Donc on va faire une longue route au départ de Lé, puis après, hop, à partir de Fouquetal, on va vraiment marcher, notre longue traversée encore une fois, pour aller rejoindre le lac Tsommoriri. Puis là, c'est un territoire qu'on connaît quand même assez bien parce que c'est justement, dans ce coin-là, du plateau du Changtang, où on allait avec notre itinéraire, précédent. Donc on rejoint malgré tout, une portion du voyage qu'on on a déjà une très belle expertise. À cette carte, je vous présente rapidement le voyage. Donc là, l'idée quand même ce soir, c'est que je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, parce qu'il ne faudrait pas que ça dure 2 heures. Là, on a d'autres voyages à vous présenter après, mais au moins que vous saisissiez l'ambiance. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est très haut déjà en arrivant, à peu près à 3500. Bah, ça correspond en général, c'est ça, Cusco, mettons. Donc, quand on arrive, bah, Lé, c'est dans la vallée de l'Indus. C'est un petit joyau parce qu'il y a énormément de monastères et il y a une partie culturelle qui est quand même très, très forte dans cette région-là. Donc on va en profiter. On a toujours plusieurs journées, au moins 5 jours, 4, 5 jours là, où on va vraiment aller se déposer puis se balader. On reste quand même actif malgré tout, mais on va aller découvrir justement les quelques monastères, en apprendre un peu plus sur le bouddhisme, les 3 grandes écoles aussi qu'on retrouve, les bonnets jaunes, les bonnets rouges, donc Gelugpa, Nyingmapa, Sakyapa. Bref, donc on va en apprendre un petit peu plus sur le bouddhisme tibétain. Il y a des grands monastères comme Tixé, Alchi, qui est un des plus anciens dans la région également, qui sont quand même vraiment pertinents. Puis ce qui est le fun avec le Ladakh, donc il y a quand même une géologie très intéressante. Il y a à peu près 6 zones géologiques différentes au Ladakh Zanskar. Mais ça reste que dans les vallées, étant donné qu'on y va l'été, parce que la chose intéressante aussi à savoir, c'est que bon, quand la plaque indienne s'est détachée, de l'Afrique, puis a progressivement continué pour aller vraiment, je veux dire, se confronter à la plaque eurasienne. C'est ce qui a créé, l'Himalaya, donc les montagnes très hautes et sauf que la mousson qu'on a en Himalaya l'été c'est de l'autre côté. Ce qui fait que, au Ladakh, ben, on est protégé de la mousson. Donc ça comme il y a plusieurs oasis de verdure qui sont, tout autour de la vallée de l'Indus. L'Indus, c'est un grand fleuve qui prend sa source au Tibet, qui traverse complètement le Ladakh, qui se jette au Pakistan jusqu'en mer d'Arabie et tout autour de, ce fleuve-là, de l'Indus, ben, il y a énormément, de cultures, d'orge, et cetera. Donc ça rend, plein de petits oasis très verdoyants alors que les montagnes sont très arides. Hem et donc et c'est ce qui nous permet aussi, en étant protégés de les moussons l'été, bah, c'est ce qui nous permet de pouvoir aller marcher en Himalaya, à une autre saison qu'au printemps et à l'automne comme, habituellement. Donc ça rend le tout très intéressant. Étant donné qu'il y a pas de moussons ou peu, dans cette région du monde, ben, en général, c'est surtout la fonte, des glaciers l'été qui alimente en eau, qui vient irriguer justement tous ces petits oasis de verdure là qu'on peut voir en fond de photos, admettons. Donc voilà, on en profite ces premières journées, puis après ça, on va prendre un long temps de route, mais ça, en fait, vous le savez ou peut-être pas, mais on va vous le rappeler peut-être pour notre voyage plus tard. Mais en Himalaya, on n'a pas le choix là, puis on part le matin sans trop savoir à quelle heure on va arriver le soir, parce que c'est comme ça. Les routes, on ne sait jamais trop dans quel état elles sont. Donc là, faut considérer ça comme une journée de voyage. Puis c'est exactement le type de paysage qu'on peut avoir, le type de route qu'on pourrait avoir quand on traverse, l'Himalaya pour aller rejoindre le début de notre trek. Notre trek dans le Zanskar va débuter dans un endroit qui, à mon sens, qui semble en tout cas vraiment spectaculaire. C'est le, monastère de Fouquetal.
Il y a plusieurs monastères autour de Fructal qu'on va aussi découvrir sur la route en s'y rendant, parce que ça va nous prendre au moins 2 jours, mais avec des petits sauts comme ça, quand même culturels tout au long. Mais Fructal, c'est un monastère troglodyte qui est complètement sculpté, intégré dans la roche, assez unique, qui est toujours habité par une cinquantaine de moines. Donc, on va prendre le temps, on va dormir en camping. C'est un voyage où on est vraiment en campement tout du long. Donc, on part en trek en autonomie avec notre équipe. Donc, guide caravanier, guide à destination, donc guide Ladaki. On est accompagné de chevaux de soutien aussi pour toute la logistique, mais on dort en tente. Donc, on va dormir vraiment en tente très proche du monastère. Donc, on va se donner la chance vraiment de pouvoir assister peut-être à une cérémonie si on y est invité, et puis de parcourir la vallée et cet endroit qui est vraiment unique et quand même assez isolé et très peu fréquenté parce il est quand même en marge là, de la vallée de l'Indus. On n'est plus dans la vallée de l'Indus. Là. En fait, il borde la rivière Tsarap qu'on voyait juste avant, là, la photo d'avant avec la belle rivière. C'est un des affluents du Zanskar. Et donc, ensuite, c'est 15 jours de marche qui nous attendent. Donc, on part 15 journées consécutives, vraiment, donc, cet endroit-là pour notre point final, rejoindre le lac Somoriri. Sur ma petite carte un peu bizarre du début, là, dont je vous parlais, on voyait vraiment la progression. Hem, Ça va être très varié. Il y a plusieurs cols, encore une fois. Étant donné que c'est une première, je rentrerai pas dans des détails parce que de toute façon, ça va pas vous parler, évidemment. Ça reste que c'est des vallées aussi habitées. Donc oui, on est très isolé la plupart du temps, mais il y a des villages qu'on peut rejoindre qu'à pied. Il y a un village qui s'appelle, Chadé, qui est clairement comme un goût du bout du monde en il a l'air vraiment incroyable parce qu'on est complètement isolé, on y dort également. Donc on prend le temps. On a des bonnes journées de marche au début. Après ça, on a toujours aussi des petites journées de repos ou de buffer qui peuvent s'inscrire dans nos journées pour en tout cas se donner la chance de bien s'acclimater aussi évidemment. Parce que comme je disais au début, on arrive à 3 500 mètres, puis ensuite le reste du trek, quand on part 15 jours, on va toujours être entre 4000 et 5, entre 4005 et 5400 à peu près, qui sera notre point culminant, parce que là-dedans, on a plusieurs cols aussi à passer, des cols entre 4007 et donc 5400 mètres. On en a au moins 5 à passer sur cet itinéraire. Donc malgré tout, là, on parle vraiment d'un trek exigeant qui demande quand même une bonne condition puis une bonne préparation physique, même si, encore une fois, les journées sont bien dosées puis l'effort est bien équilibré. Donc là, on voit clairement le soutien des mules, des chevaux pour porter toute la logistique. La vie de campement comme on l'aime, donc on est complètement autonome, on a tout le matériel avec nous, ce qui nous permet vraiment de pouvoir s'ajuster, puis de donner de libre cours aussi. C'est pour ça que je vous parle pas nécessairement d'étapes précises, surtout dans un premier, dans un voyage quand c'est une première comme celui-ci. Ben, on aime ça aussi pouvoir se donner beaucoup de liberté. On y va en fonction de notre rythme, de la météo, de tout plein de facteurs, ce qui fait que on a tout le luxe de pouvoir choisir où on campe et où on a envie d'aller en fonction de notre avancement. Mais ça vous donne quand même une bonne idée du type de paysage qu'on a. Très varié. Au Ladakh, l'été, c'est pas si froid. Il peut même faire chaud. Donc, on peut passer aussi par tout type de météo. Là, c'est évident, on est en montagne, mais on va souvent avoir les pieds dans l'eau. Là, on voit justement les gens sont pas mal tous en short. Là, il y a plusieurs rivières à traverser dans cet itinéraire. Parce qu'étant donné que c'est quand même une région qui est peu fréquentée, même finalement, en tout cas les locaux, les populations locales vont plus marcher, c'est ça, de village en village essentiellement. Il n'y a pas tant de ponts que ça qui ont été construits dans la région, ce qui fait qu'on traverse encore c'est plusieurs rivières et parfois même possiblement 2 rivières ou 3 dans la même journée. Donc on a quand même pas mal d'aventures sur notre chemin. Donc c'est pas mal ça. Ensuite, on termine nos 15 jours de traversée, d'avancée pour aller rejoindre un des lacs sacrés, le lac Tsomoriri, qui est un des plus grands lacs qu'on retrouve dans la région. C'est un lac salé qui est absolument magnifique. Ici, on se rend un petit peu plus compte de l'eau et du bleu assez incroyable. On se croirait au bord de la mer quasiment. Et donc c'est tout un spectacle que d'arriver au pied de ce lac pour terminer notre trek. Sachant que les montagnes autour, là, on les voyait depuis tantôt défiler, mais on est quand même entouré de 6000 à 7000 mètres au Ladakh, ce qui nous donne quand même
des vues vraiment spectaculaires. Pour toutes les personnes qui sont déjà allées peut-être au Népal, que ce soit avec nous ou pour d'autres treks, peu importe, c'est très différent. Puis c'est même très complémentaire. Si vous avez tripé sur le Népal, vous allez adorer le Ladakh. Ça n'a rien à voir autant géologiquement là, que le type d'environnement. Là, on n'est pas du tout dans la même veine. Au Népal, c'est sûr qu'on traverse aussi beaucoup de villages. Il peut y avoir des mix de lodges, etc. On a moins ce sentiment d'être isolé comme là, on pourrait l'être, en tout cas dans cet itinéraire. Donc, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Notre prochain départ, je pense que je l'avais marqué au tout début, mais ça va être en septembre 2026. Les inscriptions ont déjà commencé. Et voilà pour cette première. Hop, j'arrive ici. Étoile filante. Oui, voyage étoile filante. Ah, Donc, c'était moi ça ou c'était toi? ouais, Vas-y. vas-y, présente-le, puis je dirais avec les détails des itinéraires. Ouais, ok. Donc, dernier concept, nos voyages étoile filante. Comme je disais, Caravanier, 27 ans, plus ou moins là. Donc, ça fait quand même, je pense que c'est un des premiers concepts finalement qui a été mis en place chez Caravanier un peu plus officiellement depuis longtemps. Les voyages étoiles filantes, dans le fond, c'est des itinéraires aussi inédits. Donc là, on est vraiment dans le thème inédit, ambitieux. Ça a souvent été des itinéraires assez complexes, voire un peu plus longs. Mais complexe quand je dis au niveau de la logistique, soit parce qu'on est dans des régions peut-être un petit peu plus éloignées ou qui demandent, ou parfois parce qu'on cumule plusieurs vallées, donc ça demande vraiment une logistique beaucoup plus complexe. Donc on parle d'itinéraires inédits, ambitieux. Ça prend aussi une belle ouverture d'esprit des voyageurs parce que un peu comme les voyages pionniers, ben souvent c'est un voyage qu'on n'a pas nécessairement fait ou qui s'inscrit pas dans une programmation régulière de notre offre. Une étoile filante, c'est comme un voyage qui passe dans le ciel de Caravanier, qui va briller très fort, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Alors qu'un voyage pionnier, comme précédemment, ben ça, c'est un voyage qui va s'inscrire dans le temps. Une étoile filante, là, c'est vraiment un voyage flyé qu'on a envie de faire parce qu'on trouve ça vraiment trippant. On sent il y a un gros potentiel sur un itinéraire, mais sans aucune garantie qu'il revienne un jour. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va revenir de façon régulière, ça, c'est certain. Et donc c'est pas mal ça. On en a eu, bah ouais, je vais te lancer la balle si tu veux pour présenter la suite Ben oui. des étoiles filantes. Hop, attends, je passe la slide. Vas-y. Donc, OK. Donc, dans Bon. l'historique de Caravani, il y en a eu plusieurs. Je pense que ça a toujours. Je dis ça parce que, bon, je ne suis pas là depuis les origines, là, mais quand même, je connais le concept depuis très longtemps. En fait, c'est des folles qui passaient comme ça. Il y en a depuis les tout débuts. On a même repéré récemment dans les archives un fascicule publicitaire qu'il y avait dans la revue Espace qui date de Mm, 2002, qui montre que finalement le Mustang en hiver était à cette époque une étoile filante. Il y a eu la traversée Makalu-Everest par les hauts-cols, qui était vraiment une saga, quelque chose d'assez fou, qui a été fait dans les années 2000. Puis tout récemment, un peu avant la COVID, là, l'ouest, là, le Far West du Népal, vallée de Limi, etc. Donc, il y en a eu des comme ça. Il y en a eu dans le passé, dans mon passé personnel, où on s'est dit, faut aller en Iran. Donc, il y a eu une fenêtre de possibilités politiques, disons, qui permettait ça à l'époque. On parle de l'accord sur le nucléaire avec Barack Obama et l'Iran. Ça remonte à 2015. Donc, entre 2015 et 2017, avant l'élection de la première ère Donald Trump, ben, il y a eu une belle fenêtre politique pour aller visiter l'Iran. Ben, ça, c'en est une étoile filante. Tu sais. Aller faire des randonnées dans les montagnes là-bas, c'était vraiment le cas. On a eu la Géorgie aussi les années précédentes, tous les parcs nationaux. Donc, tu sais, quelque chose qui nous passe par la tête, qui a été souvent fait, développé, mais qu'on veut peut-être parce qu'on doute un peu que ça va se réaliser ou qu'il y a des gens assez fous pour nous suivre, ben on dit, on le fait comme un événement. Tu sais. Puis on verra bien si ça repassera. La comète d'Halley passe à tous les 76 ans. Tu sais, on peut voir un genre d'analogie avec ça. Next, j'ai besoin d'une photo pour parler.
All right. Donc, Ouais. en 2026, ça sera quoi? On en a deux. Donc, c'est des années particulières où il y a deux étoiles filantes. Attention. Ils passeront pas en même temps. Donc, une d'abord l'été et une autre à l'automne, en novembre. Donc, d'abord, je pense qu'on est sur le Kachenjunga. Ouais. J'ai besoin de ton aide là, pour les slides. Je n'ai pas de contrôle. Ok, attends, excuse, je pensais que tu allais présenter les deux là, mais c'est bon. Donc j'arrive, donc Népal. Non, je vais rentrer dans le détail. Donc, vous les avez vus avec Achenjuga, il y avait aussi un trek Choquequirao qui ramenait au Machu Picchu, mais par un chemin original. J'y arrive plus en détail. Donc, cette année, le défi, ben, pas le défi, le projet fou qu'on se lance, il va être à l'est du Népal. L'idée de le mettre sur une étoile filante, c'est que, euh, comme je disais, tu sais, c'est quelque chose d'assez original. Tu sais, souvent, les gens vont peut-être aller une fois dans un pays. Et ce qui attire peut-être le plus, c'est des lieux plus connus, peut-être comme les régions de l'Everest. Je parle des régions, les différentes vallées qui peuvent mener à l'Everest, peut-être la Napurna, peut-être même le Manaslu, qui sont de plus en plus communs, en guillemets, là, pour marcher au Népal. Mais nous, l'idée, donc, ça va faire appel aux gens qui ont peut-être, je ne veux pas dire, c'est pas péjoratif, là, mais plus de curiosité, qui veulent aller plus loin ou qui ne sont pas à leur premier voyage au Népal, eh bien, d'aller voir toute une autre région. Donc, celle qui est frontalière avec le Sikkim, donc la région du Kachenjunga. Et d'autant plus, comme on voit sur la carte à droite, eh bien, il y a possibilité de rejoindre deux grandes et belles régions du Népal à l'est, celle du Kachenjunga et du Makalu, par un col, donc le col de Lhasa. Donc, c'est une aventure assez osée. C'est une région qui est encore peu développée, qui est difficile d'accès, donc il faut prendre un vol. A priori, il faut prendre un vol là, jusqu'à Taplejung. On pourrait faire la route, mais ça serait quand même assez extrême en termes de temps puis de tapage de cul. Donc, il y a comme un engagement. L'isolement géographique fait que il est plus inaccessible, donc moins fréquenté. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. C'est une des régions aussi du Népal qui a encore préservé une certaine authenticité. Attention aux mots, là. Euh, c'est pas galvaudé, là, dans ce sens-ci, c'est-à-dire que peu d'altérations avec une certaine modernité. Donc, pour certains nostalgiques du Népal d'une autre époque qu'on a pu découvrir à pied, ben, c'est encore possible de le faire en ce moment, 2025-2026, puis de voir ce Népal-là qui bat au rythme des cycles de la nature, tu sais, des récoltes et des saisons. C'est quand même assez incroyable. Dans cet environnement-là, donc ici, ça représente quand même bien ça. On est vraiment dans une biodiversité très typique de l'Est, c'est-à-dire peut-être vous avez plus d'images du Sikkim en Inde où on voit ces immenses collines ou foothills au pied de l'Himalaya avec ces cultures de thé. Ben, c'est un peu ça aussi dans la région du Kachinjunga. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'agriculture en palier, en rizière. C'est un espace de biodiversité reconnu par l'UNESCO. Donc, tu sais, c'est pan-régional, là, Sikkim, Kachinjunga. Puis, on va retrouver plusieurs écosystèmes. Là, celle-là, c'est un petit peu plus loin que mon idée, mais Parce on que. va retrouver vraiment plusieurs écosystèmes puisqu'on va passer à travers plusieurs altitudes. Puis au Népal, ce qui est fascinant, c'est ça, c'est de se rendre compte que finalement, entre 1500 mètres et 3000 mètres, tu es comme vraiment dans le subtropical. Tu sais. Il fait chaud, il y a la végétation abondante, etc. Tu vas passer au-delà de 3000 mètres, tu vas dans les forêts de rhododendron, dans les forêts de bambou. Là, il va y avoir aussi une faune intéressante, tu sais. Une faune qui rappelle peut-être un peu plus le Tibet, la Birmanie, l'Est de l'Asie, à savoir les pandas roux, par exemple, le léopard des neiges. Il y a un oiseau très, très rare, bon, qui s'appelle la satyre tragopane, donc vraiment des oiseaux exubérants qu'on va retrouver particulièrement dans cette région-là. Fait que dans ces écosystèmes-là. Fait qu'en marchant pendant longtemps, parce que c'est quand même un trek de 17-18 jours à peu près, ben, on va passer à travers tous ces écosystèmes-là. Et là, arriver dans celui-ci où là, on est plutôt dans les hautes vallées, puis les grands sommets.
faut se rappeler quand même que Kanchenjunga, c'est la troisième plus haute montagne de la planète, tu sais, avec à peu près 8500 mètres d'altitude. Et puis le Makalu, qu'on va rejoindre un petit peu plus loin, c'est la cinquième plus haute montagne de la planète avec 8400 mètres et des poussières. Donc, tu sais, on parle de très haut environnement qui nous entoure, mais nous, on va cheminer très progressivement dans ces vallées-là et ces hautes vallées-là tranquillement pour aller vers le col. Col qui culmine à quoi? 5300-ish? 5100 à peu près. Le Lumba Ah, bon, Sumba, il est à 5100. 5000. Ouais. Donc, tu sais, on explore cette région-là, euh, puis après ça, on passe dans une autre. D'abord, dans le Kachinjuga, au niveau ethnique aussi, c'est intéressant parce que tu sais, cette même progression-là à travers les vallées, je vous ai parlé d'écosystèmes, de faune, ben aussi toutes sortes d'ethnies différentes qui vont peupler les régions qu'on va fréquenter, les villages qu'on va traverser. On va tout d'abord être chez les Hindous au tout début, autour de 1500 mètres, 3000, même pas, on est vraiment dans les populations hindoues. Vous savez que le Népal a 109 ethnies différentes, tu sais, et puis que c'est à 84-85% hindouiste, et que le reste c'est soit animiste ou bouddhiste. Donc, tu sais, on va passer d'abord chez les hindous, ensuite de ça, aller dans certaines ethnies bouddhistes qui sont dans les plus vieilles ethnies du Népal, qu'on appelle les Kiratis. Donc, c'est un regroupement ethnique qui vient de la Birmanie, du Tibet, mais en fait, c'est les premières vagues de population qui arrivent de l'Est de l'Asie. Donc, ils vont même précéder le peuple Sherpa et d'autres peuples plutôt tibétains qui vont arriver plus du nord. Donc, c'est quand même assez particulier. On va retrouver aussi, plus on monte ou plus on va vers le Makalu, les ethnies qu'on connaît un petit peu plus, comme le peuple Sherpa, les Tamang aussi, qui vont être à peu près les mêmes qu'on va retrouver dans la région de l'Everest. Donc vraiment, on va retrouver ces symboliques-là aussi en allant plus vers le Makalu. Pour ceux qui ont aimé la région de l'Everest, ben, on va retrouver ça en bougeant dans l'autre vallée, une fois passé le col, vers le Makalu. Donc vraiment, plusieurs écosystèmes différents, tant humains que fauniques, que géologiques. Donc, un grand trek. Grand trek aussi qui demande de prendre le temps parce que c'est quand même engagé, c'est long. Parce que bon, c'est isolé. Donc, forcément, il faut prendre le temps de faire ça. Et c'est pour ça aussi qu'on le met dans cette catégorie d'étoiles filantes. Donc, on voit que vers la fin, finalement, on revient vers un environnement plus doux, etc. Donc, on va vraiment faire une espèce de crescendo et décrescendo d'écosystèmes. Ouais, on a le camp de base du Kanchenjunga aussi Ah qu'on peut oui, faire, qui est c'est une vrai. journée qu'on note facultative en fait dans l'itinéraire. Là, ça va parce qu'elle arrive en première partie de voyage. Disons qu'il y a deux parties là. La première partie dans le Kanchenjunga avant d'atteindre le Lumba Sumba, le col, puis ensuite en redescendant le col, on est dans la région du Makalu. Mais et donc le camp de base du Kanchenjunga est aussi possible dans l'itinéraire qui est à peu près à 5140 et quelques mètres d'altitude. Ouais, puis c'est une montagne tellement massive, tellement Mm. impressionnante, là. On- donc voilà un peu l'écosystème. Évidemment, tout ça, ça se fait en. C'est de la randonnée. C'est de la randonnée, des fois, bon, ici, qui peuvent demander des crampons, mais c'est pas rien de technique. Par contre, c'est de la randonnée dans un contexte où il y a peu d'infrastructures touristiques, donc on va être principalement en campement. Campement qui fait la renommée un peu de caravanier, là. Tu sais, on a toujours misé sur le camping au Népal. On le fait un petit peu plus hybride dans certaines nouvelles destinations puisque ça se développe de plus en plus. Mais là, dans le cas du Kanchenjunga Makalu, on revient à notre esprit fondamental, à l'essence même du campement. Donc, on va avoir chacun des tentes de qualité, soit seul ou à deux, matelas confortable, grande tente commune, table, cuisinier qui va s'occuper de nous, chaise confortable, des fois repas à la belle étoile ou du moins en plein air. Donc, on est tente toilette, bol d'eau le matin, how are you doing, tea or coffee. Donc, water to wash. Donc, on est vraiment dans tout cet univers-là qui marque fondamentalement un grand trek au Népal. Puis comme vous voyez aussi, je pense que c'est la dernière slide là, du Ouais. Junga. Donc on voit aussi quand je parle de tradition ou de peu de développement, tu sais, ces villages
népalais qui ne sont pas encore trop altérés par la multitude de lodges qu'on peut retrouver, par exemple, plus au centre du pays. Donc là, vraiment, tu sais, retour à l'esprit essentiel qu'on aime bien. Puis évidemment, s'il n'y a pas de lodge, ben, ça favorise encore plus, ou ça justifie davantage cet esprit du camping qui est si propre à Caravanier. Yes, donc départ en novembre pour le Népal. Départ en novembre. Donc, d'ici un an, c'est là que ça se passe. Sinon, autre étoile filante qui vient tout juste de s'ajouter, elle se déroule au Pérou et donc c'est un trek qui va faire un itinéraire original entre le site du Choquequirao et celui du Machu Picchu. Mini-genèse de cette expédition-là, ou de ce grand trek-là, c'est notre équipe locale. Là, c'est Oh, peut-être ce que je dis n'a pas le lien avec les photos, mais c'est pas grave. OK. Mais reste sur celle-là, c'est légal. ok, je reste là. Euh, Notre équipe locale, donc, ça fait à peu près 20 ans, voire un peu plus, qu'on travaille avec la même gang. Donc, on qualifie même que c'est le Caravanier Pérou, tu sais, dans son identité. Vico, par exemple, qui est le doyen et le douanier de tout ça, ben, c'est celui qui a construit avec nous tous les voyages du Pérou depuis tant d'années. Et on parle, tu sais, historiquement des années à 100, 150 voyageurs par année. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont voyagé avec nous sur les sentiers péruviens. Euh, un des sentiers péruviens qui lui trotte en tête depuis un moment et qui l'a encore plus parce que, bon, il y a peut-être certaines pressions de développement touristique dans la région du Choquequirao, comme l'histoire d'un téléphérique pour avoir accès à certains sites, le site lui-même et d'autres, ou des téléphériques qui permettent de passer les vallées, eh bien, ça met un petit peu plus de pression sur la prochaine slide. Attends. Attends, je clique, C'est je clique, difficile, clique. difficile Je me d'avoir la pousse. suite dans les idées. On reste Désolée, c'est bon. concentré. Donc, un trait qui l'a toujours marqué fondamentalement, qui a marqué par son côté grande aventure, puis s'est dit, hey Mel, il faut faire ça avant que ça se développe trop. C'est celui-là ici, sur les traces d'un archéologue qui a découvert euh, le Machu Picchu, donc Hiram Birgam. Hiram Birgam, Birgam, oui. là, on le voit ici à gauche, OK? Donc, c'est lui, avec la Société National Geographic d'Angleterre, qui a eu le mandat d'aller sur la trace, finalement, de la fuite des Incas, des derniers Incas qui étaient en fuite vers l'Amazonie. Et en explorant tout ça, en lisant les récits, etc., avait la trace un peu qu'on voit en fait, c'est vraiment le sentier que nous, on veut faire. C'est ça qui va relier finalement des sites importants que lui a découverts, entre autres, mais qui existaient évidemment à l'époque des Incas. Le Choquequirao d'abord, le Machu Picchu ensuite. On sait que ça remonte assez récemment dans l'histoire là, que ça a été redécouvert. On est autour de 1911, où le site du Machu Picchu finalement où tout son potentiel archéologique et historique a été remis, tu sais, sur la sellette mondiale. Puis Choquequirao, qui est un peu dans l'ombre du Machu Picchu, mais qui est tout aussi intéressant selon nous, mais pas mal moins fréquenté. Donc, la quête que l'on va essayer de reproduire à pied, c'est celle du parcours de la fuite des Incas, finalement. Suite à l'invasion des Espagnols, avec Cortés, entre autres, là, en fait, qui a voulu, en fait, qui a cette espèce de quête de fou d'un Eldorado péruvien, de cette espèce de paradis où il y aurait tant d'or. Et donc, essayer de courir après ces dernières civilisations incas qui se cachaient dans la jungle. Donc, le trajet qu'on veut parcourir, c'est un peu ce décrescendo là, de la culture inca de, des Andes, finalement, jusqu'aux confins de l'Amazonie, à peu près. Donc, quand on regarde le trajet en jaune, on va Oh, retrouver plusieurs sites importants. Non, je suis encore sur la carte. ok, excuse, je la remets. Ouais. On est sur plusieurs sites importants qui sont des ruines
qui mettent en lumière les dernières capitales, parce que plus les Espagnols avançaient, plus les Incas se retranchaient, entre autres comme Vitcos, on a Vilcabamba, puis la dernière sur le site qui est Espiritu Pampa. Donc on voit vraiment que ça s'en va jusqu'aux confins de l'Amazonie. Et donc, c'est sur ces traces-là, ce sentier-là, un peu inspiré de lui, aussi parce que c'est lui qui a un peu remis cette notion d'aventure, de quête, très occidentale quand même, là, mais ça reste que c'est pertinent dans son esprit fantasmagorique, là. Puis c'est lui pas mal qui aussi, c'est toute cette histoire-là qui a inspiré les Cités d'Or, pour ceux qui ont écouté ça de ma génération ou qui ont des enfants et qui l'ont réécouté. Le Temple du Soleil de Tintin, c'est un peu la même chose. C'est le personnage qui a influencé ou inspiré très fortement Indiana Jones. Donc, tu sais, cette notion de quête avec l'exotisme mystérieux, on veut retracer ça dans cet itinéraire-là. Donc, c'est un peu le fil conducteur de notre voyage à travers un long trek de 12 jours qui va relier Choquequirao jusqu'à Chuanquiri, puis ensuite de ça par la route Quillabamba, puis Machu Picchu. Donc, si on regarde ça plus du haut des airs, on va voir qu'on passe par différents écosystèmes. Encore une fois, j'aime ce terme. Donc, des hautes vallées péruviennes, on va être plutôt sur une région montagnarde qu'on voit plus à l'ouest ou à gauche de l'écran, puisqu'on commence autour de Chiquiscua à peu près, Choquequirao au tout début. Donc, on est dans des altitudes moyennes de 3000 mètres à peu près, des hautes vallées entourées de montagnes. On va ensuite passer à travers les cols, donc passer à travers les hautes Andes. Donc, on voit ici le site de Choquetacargo, Carpo, bref, difficile à prononcer. OK? Puis après, ben, on immersion vraiment dans le début de l'Amazonie. Fait que 3 écosystèmes, on va rentrer vraiment dans une forêt humide, etc. Donc, vraiment, on passe par 3 univers. Et c'est aussi un intérêt fondamental du trek. Passer, prochaine slide. Donc, on voit aussi, c'est ça, le début, la Haute-Vallée que je parlais, là, vers Choquequirao. Ensuite de ça, la suivante, le site de Choquequirao, qui est une cité qui a été reconnue récemment, en 2023, comme, tu sais, un site d'aventure très reconnu dans le monde, dans le top 5, là. Bref, c'est juste pour dire que finalement, c'est une cité qui est un peu méconnue, si on compare avec le Machu Picchu, puis qui a tout son potentiel. Puis qui continue hein, d'être excavée, d'être découverte, d'être en expansion archéologique. Et donc, nous, on pense que avant qu'il y ait un développement touristique des téléphériques, là, tout pousse pour son intérêt de le visiter avant ce développement touristique-là. Fait que voilà. Et si on continue un peu plus loin dans les écosystèmes que je parlais tout à l'heure, les passages de col, donc on voit vraiment qu'on est entouré de montagnes qui flottent avec les 5000, 5500 mètres, des glaciers qui nous entourent, donc écosystèmes différents. Et les autres, c'est un signe, ouais, c'est ça. Je te suis, je te suis. OK, c'est bon. Et les autres cités que j'ai parlé tout à l'heure, qui représentent ces anciennes capitales incas qui étaient dans leur retranchement, dans leur fuite vers l'Amazonie, comme entre autres Vitcos, ici. Et quand on redescend plutôt vers l'Amazonie, on voit qu'on est sur des sentiers très peu balisés. Ben, balisés, oui, mais peu fréquentés. Et encore une fois, en très haute montagne. On dit un petit salut à notre guide Diego sur la droite. Et que tout ça se fait, évidemment, parce que c'est peu développé dans un contexte de campement, comme on l'a eu, comme je vous en ai parlé au Kachinjunga. Donc, tente individuelle, matelas, tente commune, et cuisinier au Pérou. Dieu sait que notre équipe fait d'excellents repas puis rend l'expérience camping dans un autre niveau. Donc ça, c'est vraiment une réputation là, qui ne peut mentir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la dernière newsletter qui parle un peu de nos conforts. Là. Ça décrit très bien l'esprit de nos voyages en campement qu'on qualifie de rustique. Voilà. Et la dernière capitale, donc on voit que les sites sont moins développés, moins excavés, moins sortis de la forêt finalement parce que c'est dans l'Amazonie, donc le site de Espiritu Pampa. Donc voilà un peu le buzz. Ensuite de ça, bien évidemment, tout ça va aboutir à Quillipamba, Pamba,
OK. Ben, Kia fatigué. Bamba. Oh, merci, merci. Et Machu Picchu, on ne peut pas passer à côté. Donc, en arrivant à Aguascalientes, c'est un peu le classique comme on a dans tous nos voyages au Pérou. Donc, on finit quand même par ça, même si c'est une étoile filante, il fallait avoir une valeur, ben, un grand classique, tu sais. Et donc, le voyage aussi va passer par Cusco à la fin, ben, au début puis à la fin, pour tous ces sites importants, etc. Donc, voyage unique, voyage incarné par c'est notre équipe locale qui y Mm. croit, puis qui c'est un vieux rêve qu'ils veulent faire. Fait que ça se passe en juillet 2026. Ouais, moi j'ajoute juste que je le trouve très touchant en fait cet itinéraire parce que le Choquequirao, ça fait des années qu'on le propose. Ça fait vraiment des années qu'on le propose en groupe régulier, mais tu sais, notre voyage initial, il est de 8 jours de trek, puis on se rend juste, disons, au Choquequirao, mais on continue un peu après, mais on va pas aussi loin. Et Vico, ça fait vraiment longtemps, tu sais, il a écrit une thèse sur le Choquequirao, Mhm, puis sur tous mhm. ces sites archéologiques-là, ce qui fait qu'il s'est un passionné. Il a toujours rêvé de faire ce trek, cette traversée-là plus longue et plus ambitieuse, étant donné qu'il y a personne d'autre qui propose cet itinéraire tel qu'on le présente aujourd'hui. Et il est vraiment très fier qu'on puisse le proposer. Et ça représente tout à fait le genre d'étoile filante qu'on aime et qu'on affectionne, parce que il y a du cœur là-dedans. Voilà. Ouais, beaucoup. Puis beaucoup d'histoires aussi, beaucoup tu sais, de mythologie. Je vous invite à lire sur la cité de Paititi. Donc, cette Mm. espèce de cité qui représente c'était Eldorado là, la cité d'or, qui a fasciné les Espagnols, tellement avares de richesse à cette époque, qui a forcé un peu cette quête-là à courir après les Incas. Puis à chaque fois, ils pensaient que telle capitale incarnait toutes les ressources ou c'était le retranchement de tous leurs trésors. Puis finalement, Paititi qui n'a jamais existé, ben, du moins qui n'a jamais été découvert encore jusqu'à aujourd'hui. Tu sais. Mais un peu cette quête-là de la cité de Paititi et son mythe à travers ce voyage-là. Puis aussi une autre lecture que j'aimerais que vous, si vous êtes curieux de ça, la drogue que les Incas consommaient à cette époque, qu'on appelle la ayahuasca. La Ah ayahuasca, oui. c'était cette drogue qui permettait d'une espèce de communication avec le divin puis le terrestre et de rendre peut-être certaines choses visibles alors que pour d'autres, c'était invisible. Ce qui pourrait peut-être expliquer que certains Incas ont, en tout cas du moins des Incas ont réussi à se retrancher dans l'Amazonie. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'ils ont permis de survivre dans l'Amazonie et du moins ne pas se faire conquérir jusque-là par les Espagnols et peut-être aussi parce que cette cité n'a pas pu être perçue par les Espagnols à cause de cette autre perception, peut-être artificielle, que les Incas avaient. Donc, voilà, un petit peu de contenu culturel avant de quitter ce soir. Bon, j'arrête le partage. Puis je vois qu'il y a Robert. Allô, Robert? Bref, je vois qu'il a commenté. On était ensemble au Népal, alors je suis contente de voir que tu es là. Ah oui, ah oui, je pense que j'avais prêté loué un sac de couchage. Bon, alors on prend vos questions. Si vous avez des questions sur les drogues du Pérou, je suis là. N'importe quoi. Attends. Attends. Quelques questions pour Voyage Mystère. Ouais. Une seule destination par année, oui, clairement, oui, on a décidé de garder ça dans la rareté, ce qui fait qu'on a vraiment envie c'est ça, de garder, en tout cas pour l'instant, étant donné que c'était une première, on se limite à un voyage mystère par l'année, parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est beaucoup de travail de développement, de création, de préparation. Donc, on se limite à pour l'instant un départ par année. Nos groupes, bah, la grandeur du groupe, c'est comme pour tous nos groupes caravaniers, c'est entre 10 et 12 personnes. Donc, on limite aussi en petits groupes relatifs. Et là, attends, je vois, faut juste pour la destination, peut-on être des destinations qu'on n'a jamais faites ou tout se peut? Bah, comme je disais, on va vraiment essayer de sélectionner en fonction de votre profil voyageur. Donc, avant de vous confirmer votre inscription, on veut savoir justement ce que vous avez déjà fait comme voyage dans le passé, puis si vous êtes prêt à y retourner ou non. Et c'est ce qui va ensuite influencer bah, la décision.
Pour le moment, c'est toujours des treks. En tout cas, on propose le concept en trek à destination inconnue. À voir si le concept évolue pour des voyages de kayak mystère. Mais pour l'instant, en tout cas, on se concentre sur les treks. Je m'excuse, je réponds en rafale à toute la partie de questions là. Si on opte pour la formule sur mesure, combien de personnes ça prend? Euh, Ben là, disons que ça va dépendre un petit peu de votre budget. Parce que, évidemment, ça peut aller du tout au tout, là. Mais disons qu'un minimum de 4-5 personnes, ça serait, c'est l'idéal. Mais encore une fois, on est sur du sur-mesure. Donc, appelez-nous, posez-nous les questions, là, puis on regarde ensemble en fonction de la réalité de ce que ça prendra. Je sais Je pas si tiens vous à avez d'autres dire, questions. Ouais. pour le trek, le Chokikirao, une chose qu'on n'a peut-être pas signalé, tu sais, l'histoire des téléphériques passer les vallées et tout, là, ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce trek-là, finalement, vous avez vu qu'il va d'une vallée à une autre. Donc, il y a beaucoup de dénivelé positif, négatif. Donc, c'est pas tant Mm. un trek qui n'est pas si engageant que ça dans son altitude maximale, qui est autour de 4100 mètres, mais son altitude moyenne plutôt autour de 3000, mais c'est plutôt dans son dénivelé up and down. C'est volontaire. On voulait passer à travers les Andes, aller vers l'Amazonie, ben, il fallait passer dans les vallées. Donc, une petite Ouais. particularité d'intensité. Exact. Je vois qu'il y a une question sur la description détaillée des voyages étoiles filantes. Oui, le Lumba Sumba, là, le Kanchenjunga au Makalu, il est déjà sur notre site internet, donc tous les détails y sont. Le Chokekirao, en fait, ça s'est joué, en tout cas, ça a été travaillé assez récemment. Ce qui fait que là, pour l'instant, ce que vous voyez sur notre site, c'est le voyage régulier. Donc, c'est pas encore le voyage avec la traversée qui est mis en ligne, mais d'ici 2 semaines, ça devrait être mis en ligne avec tous les détails vraiment de le départ 2026, étoile filante Choquequirao jusqu'à Quillabamba. Donc, gardez l'œil sur le site internet ou sinon écrivez-nous, puis on vous enverra les détails Ouais, dès que c'est prêt. ouais. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez plus de questions, on vous invite à nous communiquer. Vous pouvez trouver nos adresses sur le site Internet ou vous souvenir de la mienne, fx en commercial caravanier.com avec un K, un S. Bref, allez sur le site pour être sûr. Mais sinon, je vous l'écris dans la barre de discussion. Mais vraiment rendu là, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Yes, bah merci en tout cas pour votre écoute et votre présence et bah, au plaisir de se reparler de ces beaux voyages.